bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition de 22 h au sommaire de l'actualité. Secrétaire d'État aux affaires sociales, fin de formation pour les assistants sociaux. Et dans l'actualité internationale à Manchester, l'enquête progresse, 11 personnes donc placées en garde à vue. Voilà pour le sommaire. Ramadan Karim à tous. Le chef de l'État Ismaël Marguerite a, comme à l'accoutumée, formulé ses vœux de meilleurs vœux à ses compatriotes. Puisse Dieu exaucer, veut que le mois béni soit source d'intense piété à tous nos compatriotes. C'est ce qu'a indiqué le président de la République, souhaitant santé, bonheur, réussite à tous les Djiboutiennes et les Djiboutiens. Le chef de l'État a ensuite saisi l'occasion pour exhorter ses compatriotes à tirer profit des vertus de ce mois béni pour raffermir davantage leur communion, leur cohésion et leur coexistence. Fin de citation. Et le président de la République échange ses vœux de bon ramadan avec ses homologues arabes et musulmans. Dans leurs télégrammes respectifs, les dirigeants du monde arabe et musulman saluent les progrès économiques enregistrés ces dernières années à Djibouti et forment l'espoir d'un accès rapide de notre nation au développement durable. De son côté, à l'occasion du mois béni du ramadan, le président de la République a lui aussi donc souhaité succès et réussite à chacun d'entre eux, ainsi qu'un plus grand épanouissement aux peuples respectifs. C'est donc parti pour le mois du pardon et de piété. Les musulmans du monde entier vont observer durant un mois le jeûne qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Dès l'annonce du ramadan hier, les Djiboutiens ont été nombreux sur les marchés pour acheter les produits de première nécessité. L'ambiance était à son comble, comme vous pouvez voir sur ces images. Cette année à Djibouti, le mois béni du Ramadan rime avec les festivités du 40e anniversaire de notre indépendance. Le Ramadan est un des 5 piliers de l'islam qui consiste donc à s'abstenir pendant un mois de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles du matin jusqu'au soir. Vous l'annoncez en début de journal, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, a présidé la cérémonie de clôture d'une formation pour des assistants sociaux. Cette formation, qui a duré 5 jours au Palais du Peuple, a porté sur l'écoute, la communication, le traitement des doléances afin de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. Les personnes formées vont épauler les personnes en difficultés économiques, sociales et psychologiques. En clôturant la formation, Mme Mouna Ousmane a remercié l'UNICEF qui a financé la formation des assistants social et tous les partenaires que sont le ministère de la Femme et de la Famille, le département de l'éducation, de la santé ainsi que l'UNFD. Processus de démarrage du métier d'assistant social qui reste, il faut le reconnaître, un domaine assez méconnu dans le pays, et merci d'avoir placé l'enfant et ses droits au cœur de cette formation. Cette série de formations a permis de renforcer les capacités techniques et professionnelles de vos cellules d'action sociale et ne manquera certainement pas de contribuer à l'amélioration de la qualité des services fournis par ces derniers. À tous les participants, je voudrais dire que la formation dont vous avez bénéficié constitue le point de départ d'une carrière qui sera consacrée au service de vos concitoyens les plus vulnérables en les aidant, les orientant et les accompagnant vers les chemins de l'autonomie. Et dans une brève intervention, la secrétaire d'État aux affaires sociales a mis l'accent sur la mission première du travail social qui n'est d'autre que de venir en aide aux personnes en difficulté. Je vous propose de l'écouter. Pour le gouvernement, l'amélioration du bien-être de nos concitoyens constitue une priorité. Ainsi, l'offre des services sociaux de proximité à travers les guichets sociaux, les cellules d'écoute, répond à cette nécessité. Ainsi, le travailleur social épaule les personnes en difficulté économique, sociale ou psychologique. Il est à l'écoute de l'autre et a le souci d'apporter une aide et un accompagnement si possible aux personnes qui le sollicitent. En conséquence, il faut beaucoup de maturité et d'équilibre personnel pour affronter des situations de détresse qui peuvent parfois vous déstabiliser. Cependant,
que ce soit dans les guichets sociaux des arrondissements de la capitale ou les chefs-lieux des régions, que ce soit dans les cellules d'écoute du ministère de la Femme et de la Famille et de l'UNFD, que ce soit au sein de nos écoles et dans nos hôpitaux, la population compte sur nous pour que nous allégions leur fardeau et apportions des réponses à leurs doléances. Et vous êtes en première ligne de ce combat pour redonner un peu de dignité à ces populations vulnérables. Aussi, cette formation organisée avec le concours de l'UNICEF vise à renforcer vos capacités et mieux vous outiller dans ce travail de tous les jours. La tâche que vous réalisez au quotidien est noble et les attentes, les espoirs des uns et des autres sont immenses. Avant de finir mes propos, je voudrais vraiment remercier l'UNICEF qui a soutenu et appuyé cette formation, qui également, nous souhaitons, élargira ses interventions pour le travail de l'action sociale. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec les différents corps armés du pays, a organisé hier au complexe Roi Fahad les finales du tournoi intercorps. Le tournoi regroupait 3 disciplines distinctes et bien connues dans le milieu de l'armée, à savoir le foot, le volleyball et la pétanque. Le coup d'envoi a été conjointement donné par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le général de division de la force armée djiboutienne, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, le colonel de garde-côte Waïs Omar Bokourdé et les différents chefs de l'armée. Aux philosophies du jeu différents qui sont les gardes-côtes et la police nationale. Un match avec plein d'intensité et de précision. De deux côtés, le match a été remporté par la police nationale sur un score de 4-1 et la police nationale est donc sacrée championne de la première édition du tournoi intercorps. Pour la pétanque, la police était donc également au rendez-vous. Elle jouait contre la redoutable force armée djiboutienne. Un match très fermé qui a vu encore la victoire à l'arraché de l'équipe de la police nationale 13-10. Ainsi, la police nationale garde désormais son invincibilité et élargit son palmarès. Enfin, un peu plus tard dans la soirée, l'honneur était au volleyball. Et une fois, là aussi, la police nationale était en finale, ce qui fait d'elle l'équipe la plus compétitive et la plus régulière du tournoi. Elle était opposée donc à la force armée djiboutienne et qu'elle avait donc privé quelques instants plus tôt le titre de pétanque. Mais la FAD, hantée par l'idée d'une revanche, s'est montrée beaucoup plus forte, plus solide et surtout plus convaincante. Au sifflet final, le match s'est soudé sur un score de 3-7-2. Finale, car durant ce tournoi, les organisateurs ont retenu 3 disciplines, à savoir le football, la pétanque et le volleyball. La police nationale s'est qualifiée en finale pour ces 3 disciplines. À l'heure où je vous parle, 2 disciplines ont été déjà clôturées. Il s'agit du football et de la pétanque. Et ces 2 disciplines ont été remportées brillamment par la police nationale. La police nationale a obtenu des résultats remarquables durant ce tournoi. C'est une victoire éclatante pour la police nationale. Le sport, d'une manière générale, ça permet de ressouder le lien entre les différentes institutions de notre pays. Donc je félicite le secrétaire d'État à la jeunesse sport pour l'organisation de ce tournoi. Et la police nationale, effectivement, est très heureuse d'y participer à ce tournoi. Écoutons à présent un extrait des responsables présents à ce tournoi. Et le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dini Darar, s'est rendu il y a quelques jours dans le lit de l'oued d'Ambluy où un camion éthiopien accidenté a déversé des fûts de produits toxiques dangereux pour la santé. Les responsables de l'environnement ont ordonné aux propriétaires d'enlever des fûts qui étaient un risque pour la santé, surtout à cause des prochaines crues dans l'oued d'Ambluy, des risques qui donc emportaient vers la mer. Ci-dessous, donc, écoutons M. Dino Amar, secrétaire général de l'Environnement. Qu'un camion éthiopien s'est renversé dans cette partie de l'oued d'Ambluy. Ce camion transportait des fûts qui contiennent
des produits dérivés du pétrole. Comme on se trouve en aval de l'ouest d'Ampli, ce produit peut, en cas de nouvelle pluie, ce produit peut être amené jusqu'à la mer. Donc il y a un risque de pollution marine. Nous avions constaté qu'il restait encore 71 fûts qui contenaient encore des produits. Et nous avons demandé aux transitaires d'enlever tous ces produits, tous ces fûts qui contiennent des produits. Comme vous le constatez, tous les fûts sont en train d'être enlevés par le transitaire. Et direction d'Ikil où l'Institut Douane Zakat a procédé à la distribution d'aides en liquide. Et ce, lors d'une cérémonie de parrainage, des enveloppes contenant des sommes d'argent ont été remises à des familles en difficulté. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des responsables locaux, des représentants de Douane Zakat. Et toujours à Diki, le lancement officiel des activités des tournois sportifs de la région de l'unité dédiée à la commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance s'est déroulé cette semaine avec une forte participation. Suite donc à la distribution d'importants lots d'équipements sportifs offerts par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en faveur de la jeunesse de Dikil, et là sous la direction régionale et des ligues régionales des sports et de Dikil ont procédé au coup d'envoi de plusieurs disciplines sportives dans le foot, le volley, le handball et le basketball. Il y a lieu de vous rappeler que ces tournois pluridisciplinaires regroupant les catégories sont dédiés à la commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance. On prit part donc à cette cérémonie de coup d'envoi des personnalités locales dont le président du conseil régional Abdelrahman Younis, le sous-préfet Fouad Aboubakar, le sous-directeur régional M. Abdallah Mahmad, ainsi que les responsables des différentes ligues régionales des sports en Dikil. En effet, cette cérémonie a regroupé 20 clubs du foot, 8 clubs de handball, 8 équipes de volley et 8 équipes de basketball composées des filles et des garçons qui ont défilé tour à tour autour du terrain du handball du complexe sportif de Dikil. Enfin, le président, le sous-directeur ainsi que le président de la ligue régionale du football se sont exprimés donc tour à tour pour féliciter ce jeune venu nombreux. Et Djibouti fêtera dans quelques jours son 40e anniversaire. À cette occasion, nous vous proposons ce soir, comme chaque soir, de suivre un magazine sur l'accession à notre souveraineté nationale. De ces 23 000 km², la République de Djibouti est une exception. 40 ans après son indépendance, ce petit bout de territoire qui fut aride et sec où la chaleur était quasi permanente, frôlant les 45 degrés journellement, était il y a un siècle une terre vide d'hommes, mis à part les quelques nomades avec leurs maigres troupeaux. Djibouti, un désert de pierre avec de maigres ressources naturelles, mais situé à un point stratégique de la mer Rouge, donnant directement vers le canal de Suez. Djibouti, un cordon ombilical de l'Éthiopie. Ce petit confetti de l'empire colonial français devient une capitale avec 400 000 habitants. La place centrale de la ville semble être d'une inspiration ottomane. On y retrouve plusieurs cafés dont le café de Paris, palmé au zinc. Quelques groupes électrogènes sont présents à l'arrière des commerces, ce qui signifie que la population doit subvenir à des besoins en électricité par ses propres moyens. On dépense à Djibouti énormément d'énergie simplement pour y vivre. En 1887, Pierre Loti déclara même « Quel homme peut nourrir une terre pareille ?» alors que la ville s'agrandissait sans planification urbaine. Aujourd'hui, contre toute attente, à un moment où la République de Djibouti fêtera ses 40 ans, ce pays est un État contre nature, malgré les obstacles qui s'y sont opposés. Cela fait figure de réussite pour ses voisins et pour toute l'Afrique. Le pays abritant 900 000 habitants s'est forgé une réputation sans précédent, un havre de paix et de stabilité dans une partie du monde mouvementée. Un pays qui affichait une croissance économique de 3% en 2005 est passé, d'après les rapports de la Banque mondiale, à une croissance économique de 7% en 2017 grâce au flux d'investissements étrangers. Les édifices de développement que sont les infrastructures portuaires, les télécommunications, la zone franche et le secteur de transport aérien en font de ce pays un modèle de développement mais aussi d'inspiration. Le pays aujourd'hui aspire à des ambitions ancrées dans le développement qui nourrissent une vision 2035 qui est de faire de Djibouti la tour de Pharos de la mer Rouge. 40 ans après, Djibouti, État embryonnaire d'antan, est aujourd'hui un pays en mouvement constant à la croissance sans pareil. Pays qui fut autrefois un désert de pierre, s'est construit à partir de rien. Djibouti s'ambitionne aujourd'hui de devenir un pôle économique, commercial et financier international qui assure le bien-être de tout son peuple dans un environnement de paix.
Sous le patronage du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé hier la cérémonie de remise de récompense de la saison sportive 2016-2017 au Stade Goulied. Cette cérémonie de remise de récompense s'est déroulée en présence du directeur du sport, Sheldon Khairé, le président de la Fédération de tennis de table, Mahmoud Omar, ainsi que les parents des enfants qui participent aux Jeux de tennis de table. Outre cette cérémonie aussi a vu la participation des différentes équipes qui ont pris part donc à la saison sportive 2016-2017. La première division et deuxième division a regroupé une vingtaine d'équipes, y compris les jeunes filles qui ont pris part à ce championnat. Au cours de cette cérémonie, une projection a été diffusée. Celle-ci donc consistait à retracer tout le travail et les efforts fournis par la Fédération djiboutienne de tennis de table, qui n'ont ménagé aucun effort pour développer le jeu de tennis de table. Rempli d'activités sportives. Comme vous l'aviez vu dans la projection, je vais juste survoler les grandes lignes du bilan de la saison écoulée 2016-2017. La Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé 6 championnats de toutes catégories confondues, hommes et femmes. Un tournoi open, le 8e édition de Djibouti Telecom, le tournoi de la femme, dont chaque année la Fédération organise le 8 mars. Et la Coupe de Djibouti, soit au total 42 journées de compétition. Grâce à la coopération Sino-Djibouti, nous comptons envoyer cette année 5 jeunes filles pongistes de l'école de tennis de table et 3 entraîneurs qui vont partir pendant 2 mois pour une formation du 18 juin au 18 août à Hangzhou en Chine. Enfin, je félicite les lauréats et les lauréats de la saison sportive 2016-2017. Je dirais bravo aux champions et championnes pour votre esprit d'équipe, de compétitivité et de convivialité que vous aviez bien montré tout au long de la saison. Et pour plus amples explications, écoutons le directeur des sports. Nous sommes ce soir ici au Stade Goulied pour célébrer ensemble la cérémonie de fin d'année de la Fédération djiboutienne de tennis de table. Au cours de l'année 2016-2017, au vu des projections qui ont été faites, cette fédération a réalisé beaucoup d'activités, conformément à son plan d'action. Un championnat national régulier, des journées de sensibilisation à la pratique du tennis de table, des journées relatives à la commémoration du 40e anniversaire de notre indépendance, des formations dans le cadre des arbitres et des entraîneurs. Le succès de cette année de la Fédération djiboutienne de tennis de table est dû, pour un premier temps, grâce à son équipe dirigeante très dynamique, notamment à son président et à ses techniciens, mais également l'apport du secrétaire d'État à la jeunesse et sport sur le plan financier et matériel. Monsieur le Président, la projection que nous avons vue nous a montré qu'il y avait beaucoup de jeunes, des très jeunes. Ce sont les élites de demain. Je vous dis bravo et continuez dans cette voie pour amener des résultats encore meilleurs. De là, nous passons à l'actualité à travers le monde. L'Égypte a contre-attaqué quelques heures à peine après l'attentat sanglant dont des chrétiens côtent hier. La veille donc du mois de Ramadan, l'aviation égyptienne a mené 6 frappes de représailles près de Derna en Libye où a été organisée la tuerie d'après les autorités égyptiennes. Le président égyptien a assuré que son pays viserait les camps des territoires qui s'en prennent à l'Égypte où qu'ils se trouvent plus tôt dans la journée dans la province de Minya
méridien sud du Caire et des hommes armés arrivés en pick-up ont pris d'assaut un bus transportant des Égyptiens coptes qui se rendaient dans un monastère où 40 ou 28 personnes, dont plusieurs enfants, ont perdu la vie. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons se tournent vers le groupe État islamique en pleine campagne de terreur contre la minorité chrétienne qui représente près de 10% de la population égyptienne. Les principales instances musulmanes d'Égypte ont condamné l'attentat lors de funérailles dans un village proche des lieux de l'attaque. La foule en colère reprochait au gouvernement de ne pas suffisamment protéger les chrétiens. Le mois dernier, 45 Coptes sont morts dans des attentats visant 2 églises revendiquées par le groupe État islamique. Toujours dans l'actualité à travers le monde, 11 personnes en garde à vue au Royaume-Uni. Samedi, dans l'enquête sur l'attentat de Manchester, la police, qui a arrêté 3 nouvelles personnes depuis vendredi, dit avoir démantelé une bonne partie du réseau djihadiste de cet attentat. De nouvelles arrestations ont eu lieu dans la matinée d'aujourd'hui au Royaume-Uni, portant à 11 le nombre d'hommes en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attentat suicide de Manchester commis lundi soir à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande et revendiqué par l'organisation État islamique. La police britannique a procédé à l'arrestation de ces 22 hommes âgés de 20 et 22 ans après avoir procédé à une explosion contrôlée lors d'une perquisition à Manchester. La veille, une autre interpellation avait eu lieu dans la région de Roosme, au sud de Manchester, pour arrêter un homme de 44 ans. Depuis mardi, la police britannique a interpellé donc 13 personnes, la plupart dans la région de Manchester. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.